Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de Git en ayant une approche command line. Donc, on va essayer d'interagir avec les commandes de Git en utilisant un terminal. Vous allez voir qu'ici j'utilise un terminal sur Mac qui s'appelle ZSH, mais toutes les commandes que je tape ici peuvent être répliquées de votre côté, peu importe votre machine, à partir du moment où vous avez une réponse à la commande Git, que ce soit PowerShell, Command Prompt, Bash ou ZSH, ou même Git Bash. Toutes les commandes que je vais faire ici et que je vais exécuter vont être aussi réalisables sur votre interface à vous. Alors, à titre d'exemple, je vais juste me créer un nouveau dossier que je vais appeler Git test. Et puis, je vais me diriger dans ce nouveau dossier ici du côté du terminal. Alors, une fois qu'on est dedans, on se rend compte qu'il est effectivement vide puisqu'on vient de le créer. La manière d'initialiser un repository Git, eh bien, il y en a deux. La première, c'est de faire un git init, qui est une commande qui va initialiser un repository Git. Vous avez sans doute vu apparaître ici le point Git qui s'est créé. L'autre manière, et c'est celle qu'on fait en TP et qu'on couvrira aussi dans d'autres vidéos, c'est de faire un Git clone. Donc, à partir du moment où on fait un Git clone, on télécharge en local un fichier qui est issu d'une organisation Git, enfin, un folder qui est issu d'un contrôle, d'un tracking Git. Et donc, on va aussi avoir ce point Git qui apparaît. Et ce point Git, c'est vraiment la clé, c'est le centre de l'organisation de Git. C'est-à-dire c'est un folder qui est caché, mais qui contient donc évidemment des éléments de configuration de Git et qui contient aussi tous les index et toutes les versions de code qu'on va pouvoir développer dans ce repository. Car en réalité, si on regarde un peu plus près comment est-ce que fonctionnent les codes Git, on peut revenir à ce schéma-ci qui se trouve sur le wiki des TP. Et on se rend compte qu'en fait, un code Git évolue par commit. Donc un commit, ça va être un point ici sur ce schéma, sur les deux branches. Et le boulot de Git, en fait, ça va être de retenir quelles sont les différences, donc addition de code, soustraction de code ou modification de code sur tous les fichiers du repository. Quelles sont ces différences donc qui existent entre ces différents commits? De manière à ce que peu importe le commit sur lequel je me trouve, imaginons qu'on se trouve sur celui-ci en rouge, on puisse revenir à tout moment sur un commit antérieur, c'est-à-dire une version du code antérieur, un snapshot si vous voulez. Et donc Git, la manière dont il retient tout ça, ça se passe dans le folder .git que vous avez là. Et en réalité, toutes les commandes qui interagissent avec Git, qu'on va taper en command line ici, elles vont elles-mêmes aller chercher des informations au niveau des index, donc au niveau du folder .git. Alors, pour revenir ici au fichier Git, donc quelques commandes de base qui sont aussi que vous allez faire en fait dans le TP intro ou que vous avez peut-être déjà faites. On peut commencer par créer un nouveau fichier. Moi, je vais m'en créer deux, donc test.c et test.h. Si je modifie un de ces fichiers, voilà, donc je le modifie. Donc lui, il contient Hello World et le test.h ne contient rien. En fonction des shells que vous allez utiliser, vous allez pouvoir voir ou non votre prompt qui va changer. Probablement que vous ne verrez pas cette différence sur le vôtre, mais il y a des shells qui vous le montrent explicitement. En fait, ce que ça veut dire, c'est que si on tape la commande git status, on va voir qu'il y a eu des nouveaux fichiers. Alors ça, c'est un fichier qui est typiquement que présent sur Mac, qui est un fichier qui est créé à chaque fois qu'on ouvre des fichiers, le Finder. Donc ça, si vous êtes sur Windows, vous l'aurez pas. Et vous allez voir que c'est plus une nuisance qu'autre chose. Et puis vous avez les deux fichiers qu'on a créés, donc test.c et test.h. Git, il nous dit via la commande git status que ces fichiers, il les reconnaît, c'est-à-dire qu'il vérifie dynamiquement s'il y a des nouveaux fichiers qui sont rajoutés dans son repository. Et s'il ne les connaît pas, eh bien, il nous les met ici, en non suivi. Ça veut dire qu'il nous dit il ne les connaît pas. Ils sont nouveaux pour lui. Si on veut commencer à faire du tracking, donc c'est-à-dire à ce que, il commence à les prendre en compte dans les commits et à commencer à regarder est-ce qu'il y a des soustractions, est-ce qu'il y a des modifications ou des additions de code qui sont exécutées dans ces fichiers, il faut les rajouter aux index. Ça veut dire qu'il faut commencer à les traquer. La manière de faire, euh, c'est d'utiliser la commande git add. Donc git add, c'est la commande qui va nous faire passer du workspace au staging area. Le staging area, vous allez voir qu'en fait, il n'a pas de but en soi, il n'y a pas de fin en soi. Le staging area, c'est un ensemble de fichiers qui vont constituer ensemble le prochain commit. Et donc j'utilise la commande git add
Et puis là, je peux mettre le nom des fichiers. Donc, je peux rajouter test.c, je peux rajouter aussi test.h. Je pourrais taper ça, ou alors de manière plus générale, je peux faire étoile. Étoile, ça veut dire je veux tous les fichiers. Moi, j'ai un souci, c'est que DStore, je ne le veux pas. Donc, je ne vais pas faire étoile, je vais faire à la place test.c et test.h, retaper git status. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que DStore est toujours en non suivi. Et puis, les modifications qui seront validées, ben, il y en a deux. Il y a test.c et test.h. Quelles sont les modifications? Bah, dans ce cas-ci, c'est nouveau fichier. Donc, il peut pas encore dire quelle ligne a été enlevée, quelle autre ligne de code a été modifiée, etc. Parce qu'on commence à peine le tracking. Vous allez voir qu'après, ça va changer. Nos deux fichiers test.c et test.h, ils sont maintenant dans la staging area, ils sont là, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à être committés. Vous allez voir, enfin, vous le voyez déjà ici avec la commande git commit. Alors, une fois que ça c'est fait, eh bien, on va faire le commit. Donc, pour commit, c'est la commande git commit. Et puis, on rajoute un message. C'est toujours une bonne chose de rajouter un message descriptif de ce que vous avez fait. Donc, dans notre cas, on a fait ajout fichier de base, si on veut, ou un autre message, mais qui soit une bonne description de qu'est-ce que contient en réalité le commit. On peut faire ça, on commit. Et si on retourne voir git status, eh bien, on voit que les fichiers ici, ils ont disparu. Ils n'ont pas réellement disparu de l'ordinateur puisqu'ils sont toujours là, mais ils sont plus nouveaux aux yeux de guide, donc ils les affichent plus forcément ici. Si maintenant je venais à modifier un fichier, donc on va modifier celui-ci en mettant un point d'exclamation. Donc si je tape la commande git status, vous voyez qu'il y a toujours DStore ici qui est en non suivi, mais il a détecté la modification du fichier test.c. Comme je vous le disais, Git vérifie dynamiquement l'évolution de tous les fichiers qui sont dans le folder, ceux qui sont tracked comme ceux qui sont non trackés pour éventuellement proposer de les traquer. Donc on sait que le fichier test.c a été modifié. Si on veut en savoir plus sur qu'est-ce qui a été modifié exactement dans ce fichier, on peut faire la commande git diff suivie du fichier d'intérêt, dans notre cas test.c. Et ça nous donne une différence. Alors effectivement, il y a une ligne qui a été changée. La ligne Hello World a été remplacée par Hello World, point d'exclamation. Je ne vous conseillerais pas forcément de regarder toutes les différences en command line. Il y a des outils qui sont bien plus développés pour ça, notamment avec VS Code. Mais sachez que vous pouvez le faire en command line. Alors, on peut quitter la fenêtre avec la touche Q. Et puis, pour commit le changement qu'on vient de faire sur test.c, bah, vous connaissez la chanson, git add test.c. Une fois que le fichier test.c est dans la staging area, on peut le vérifier comme ça, eh bien on commit. Donc git commit avec un message descriptif. euh, Comme ceci. On réalise le commit et puis on peut retourner faire un git status pour s'assurer qu'effectivement il n'y a plus rien, si ce n'est un fichier qui nous embête. Alors, des fichiers qui nous embêtent, il va y en avoir pas mal. On peut se créer par exemple un autre fichier qui correspondrait à une vidéo qui est très lourde en taille. Euh, donc c'est une vidéo qu'on voudrait pas forcément rajouter dans Git parce qu'elle est très lourde et que sur GitHub en tout cas, il y a un hébergement maximal de 100 mégabits par repository. Or, si on fait git status, on voit que bah, Git il fait son boulot, il la détecte et il nous propose de l'ajouter. Il existe une manière pour configurer Git de manière à ce qu'il ignore certains fichiers. C'est la fonction du fichier .gitignore. Donc on peut créer ce fichier .gitignore. Il apparaît ici. Et puis on peut le modifier. Chaque ligne qu'on va rentrer ici correspond à un folder ou un fichier qu'on veut ignorer. Donc par exemple là, j'ignore le fichier dstore. Si j'avais un folder qui s'appellerait tmp par exemple, je pourrais l'ignorer en faisant comme ça. Ça ignore tous les fichiers à l'intérieur du folder. Donc ça, ce serait la même chose que ceci. Mais ça ignore pas le folder en soi. Si on veut ignorer le folder, il faudrait rajouter ceci. Donc là, le folder ne serait même pas pris en compte dans Git. On a notre autre fichier. Alors, on va juste faire une première démonstration ici. Donc, je fais Command S ou Ctrl S en fonction de votre ordinateur. Je ferme. On peut retourner voir dans Git Status. On voit que le dstore est parti. Par contre, il y a un nouveau gitignore. Effectivement, gitignore, il vient d'apparaître. C'est aussi un fichier que Git track.
C'est un fichier qui va évoluer au cours du temps, au fur et à mesure qu'on rajoute des autres fichiers à ignorer. Et donc, c'est intéressant de commencer à le traquer. Very Heavy Video est toujours dedans. Donc, on peut l'ouvrir ici. On rajoute le nom du fichier qu'on aimerait ignorer. Commander sous CTRL S. Et puis, on refait Git status et on voit que Very Heavy Video est parti. On n'a que le git ignore. Et donc le git ignore, on peut aussi le rajouter, hein. Si je fais git status, il est pas dans la staging area, donc je fais .git add, pardon, git add.git ignore. Il est maintenant dans la nouvelle staging area, et puis on va le commit de cette façon. Alors maintenant, on a vu qu'on pouvait faire des commits, que les commits se suivaient, hein. Si vous vous souvenez de ce schéma-ci, les commits se suivent. On va voir maintenant comment est-ce qu'on peut passer d'un commit à un autre. Alors, c'est quelque chose qu'il ne faut pas forcément faire. On va voir juste après comment fonctionnent les branches. Mais on peut aussi, en théorie, venir voir à tout moment l'état du code sur la même branche, mais l'état du code antérieur. Si vous faites la commande git log, vous avez ici l'historique de tous les commits qui ont été faits. Donc un commit, ça a un nom. Ça, c'est l'équivalent du nom. C'est ce qu'on appelle un hash ou un hashcode. Un commit, c'est un auteur, et puis une adresse email. Et puis évidemment une date, en plus du message. On voit qu'on a fait effectivement 3 commits. Je vais copier ici le nom ou le hash de ce commit-ci, et on va essayer de retourner à l'état du code avant qu'on ait rajouté le git ignore. Vous voyez que le git ignore a été rajouté dans le commit postérieur à ce commit-ci. Q pour partir. Après, avec la commande git checkout, donc c'est la commande qui va nous permettre de basculer sur des snapshots spécifiques du code. Là, je spécifie que je veux cette snapshot-ci. On voit qu'on a basculé sur cette snapshot et qu'effectivement, Git a enlevé le git ignore de notre folder. Alors, ce qu'on vient de faire, c'est quelque chose qu'il faut en réalité éviter le plus possible. Comme vous le lisez ici, on est en l'état dit head détaché, ça veut dire qu'on n'est plus au bout de la branche. Tant qu'on est dans cet état de head détaché, on peut consulter l'état du code à l'époque sur cette snapshot, mais il ne nous est pas possible de faire des nouvelles modifications ou de créer des nouveaux commits à partir de cet endroit-ci. Pour y arriver, on doit créer une nouvelle branche. Et on va voir ça dans un instant. En attendant, je vous recommande de revenir au bout de la branche avec la commande git switch -. Ça nous ramène au bout de la branche, donc au head de la branche main, puisque nous sommes sur la branche main. Donc souvenez-vous, une architecture de code qui est traquée selon Git, ça ressemble à ça. On peut à tout moment créer des nouvelles branches et ultérieurement les regrouper, les merge. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Mais d'abord, on peut comprendre qu'est-ce que c'est une branche et comment on crée des nouvelles. Alors tout d'abord, la branche est visible avec la commande git status. On voit qu'on est ici sur la branche main. On peut créer une nouvelle branche, et à partir du moment où on crée une deuxième branche, les branches, elles ont la possibilité de diverger. À l'inverse de commits, les commits se suivent, toujours les uns à la suite des autres. Si on crée une nouvelle branche, on peut créer un nouvel arbre, on peut partir dans une autre direction. Avant de créer une nouvelle branche, on peut regarder quelles branches sont à disposition avec la commande git branch. Pour l'instant, on voit qu'on n'a que la branche main. Pour créer une nouvelle branche, on peut donc utiliser la commande git branch suivie du nom de la nouvelle branche, dans ce cas dev. Si je refais git branch, je vois que je suis toujours sur la branche main, c'est celle qui est en vert ou celle qui a l'astérix, et il existe une autre branche dev. Donc je l'ai créée, mais je n'ai pas forcément basculé dessus. Pour basculer sur la nouvelle branche, c'est la commande git switch suivie du nom de la branche. Sur cette branche de développement, je peux faire des nouvelles modifications. Donc on va faire un exemple ici. J'ai donc une nouvelle modification dans le test.c. Si je viens ici faire un git status au niveau de mon terminal, je vois que de nouveau il y a une modification. Là, vous commencez à connaître la chanson. Euh, on- Donc ça, c'est simplement pour stager tous les fichiers. Donc là, il n'y a que le test.c, mais c'est juste plus simple à taper. Et puis, on peut faire un git commit, euh, comme ceci, et finir par un git status pour s'assurer qu'il n'y a plus rien sur notre branche actuelle. Donc, si on consulte le git log, on voit qu'on a fait avancer d'un coup la branche de développement, avec ce commit ici, add text, et que la branche main, par contre, est un commit en arrière.
On peut maintenant rebasculer sur sur la branche main de cette manière, faire un autre commit qui est différent. Vous voyez qu'ici, puisque j'ai basculé sur la branche main, je n'ai plus le morceau de texte que j'avais ici. On va plutôt modifier ce fichier-ci sur notre test.h, refaire un commit. Et donc, si je fais un git status, on est bien sur la branche main et tout est propre. Si on consulte l'historique des commits sur la branche main, on voit qu'on a rajouté un commit, mais on ne voit plus la branche de développement, tout simplement parce qu'elle est partie sur une branche divergente. Vous vous souvenez que sur la branche développement, on avait ici en bas main qui apparaissait. On peut retourner sur la branche développement, refaire le même exercice. On voit que la branche main a disparu. Tout simplement parce que on a fait un commit sur la main et qu'elle est partie donc dans une autre direction. Ça n'apparaît donc plus ici. Pour réconcilier les branches, c'est là qu'on va devoir avoir recours à ce qu'on appelle un merge. Alors, pour faire un merge, il faut d'abord se diriger sur la branche qui veut réceptionner toutes les modifications. Donc, c'est-à-dire que soit on se met sur dev, et sur dev, on va prendre les modifications de main, mais bien souvent, c'est quand même plus l'inverse. Donc, on bascule d'abord sur main. Une fois que je suis sur la branche main, je peux faire la commande git merge dev, donc qui va merge la branche de développement dans ma branche principale main. Enter. Alors là, on peut ou non mettre un nom au merge en plus de ce nom-ci qui apparaîtra, un merge branch dev. Moi, ça me va comme ça. Pour quitter, vous pouvez faire deux points Q Enter. Là, le merge est réalisé. Donc, si on va voir dans Gitlog, on voit qu'on a fait le merge de la branche de développement et on retrouve la branche de développement ici aussi, tout simplement parce que tous les changements qui ont été faits dans la branche de développement ont été incorporés dans la branche main via le merge. Et que donc il n'y a rien que la branche de développement ait en plus de notre branche main. C'est-à-dire que la branche main a d'office plus de modifications que la branche de développement. Voilà, c'est un peu tout pour les fonctionnalités très très basiques de Git. Euh, on peut faire beaucoup de choses en command line en plus. Dans le cadre du cours, tous les merges avec conflit et donc résolution de conflit Git seront traités dans VS Code. C'est beaucoup plus simple parce qu'il y a une interface qui permet de le faire. Donc ça, je vous redirige vers la vidéo Git dans VS Code. Et voilà, il y a moyen de faire beaucoup de choses, mais c'est un peu les commandes de base. Et puis c'est intéressant de voir comment est-ce que c'est exécuté en command line, tout simplement parce que toutes les interfaces que vous allez pouvoir utiliser seront tout le temps basées sur ces commandes-là. Donc une fois que vous avez vu les commandes de base, vous pouvez un peu vous y retrouver au niveau des interfaces qui sont beaucoup plus haut niveau.